Le matin du 15 octobre 2007, les ouvriers qui rénovaient l'église réformée de la rue des Magnolias à Nîmes ont fait une découverte qui allait rouvrir l'une des affaires les plus troublantes de la région. Derrière une cloison murée depuis des années, ils ont trouvé un petit carnet de cuir rouge, aux pages jaunies par le temps. Ce journal intime appartenait à Armande Chabot, l'épouse du pasteur Ézéchiel Chabot, disparue sans laisser de traces 8 ans plus tôt. Les dernières pages de ce carnet révélaient des secrets si choquants qu'ils allaient ébranler toute une communauté religieuse. Armande y décrivait minutieusement les activités clandestines de son mari, des détournements de fonds qui duraient depuis des années, et surtout sa double vie avec une femme qu'elle avait réussi à identifier. Mais le plus troublant, c'était la dernière entrée, datée du 13 septembre 1999, soit exactement une semaine avant sa disparition. Elle y écrivait ces mots terrifiants. « Demain je révèle tout à l'Assemblée. Dieu me pardonne, mais je ne peux plus me taire. » Armande Chabot n'a jamais eu l'occasion de révéler quoi que ce soit. Que s'est-il vraiment passé durant cette semaine fatidique de septembre 1999 ? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les enquêtes sur des affaires réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Nîmes, cette ancienne cité romaine du Gard, abrite depuis des siècles une importante communauté protestante. En 1999, la ville comptait environ 130 000 habitants, dont une minorité protestante particulièrement active et unie. L'église réformée de la rue des Magnolias, construite au début du XXe siècle, était l'un des piliers de cette communauté. Ses murs de pierre claire et ses vitraux sobres reflétaient parfaitement l'austérité calviniste prônée par ses fidèles. Le pasteur Ézéchiel Chabot dirigeait cette congrégation depuis 1987. Âgé de 42 ans en 1999, c'était un homme de stature imposante, aux cheveux prématurément gris et à la voix profonde qui résonnait avec autorité dans les travées de l'église. Diplômé de la faculté de théologie de Montpellier, il était respecté non seulement par ses paroissiens, mais aussi par ses collègues pasteurs de la région. Sa prédication passionnée et ses connaissances bibliques impressionnantes attiraient chaque dimanche près de 200 fidèles. Armande Chabot, née de la Croix, était l'épouse modèle que toute communauté religieuse pouvait espérer pour son pasteur. À 38 ans, cette ancienne institutrice avait abandonné sa carrière pour se consacrer entièrement aux œuvres paroissiales. Grande et élancée, aux cheveux châtains toujours impeccablement coiffés en chignon, elle incarnait la discrétion et la dévotion. Ses yeux verts, d'une intelligence perçante, ne laissaient rien transparaître des tourments intérieurs qui l'habitaient. Le couple s'était rencontré en 1979 à Montpellier, où Armande terminait ses études à l'école normale. Ézéchiel, alors étudiant en théologie, fréquentait le même groupe de jeunesse protestant. Leur mariage, en 1981, avait été célébré comme l'union parfaite entre deux âmes pieuses destinées à servir Dieu ensemble. Ils n'avaient pas eu d'enfants, ce qu'Armande attribuait publiquement à la volonté divine, mais qui constituait en réalité une source de souffrance silencieuse. La paroisse de la rue des Magnolias était prospère. Les fidèles, principalement issus de la bourgeoisie nîmoise, commerçants, médecins, avocats, enseignants, contribuaient généreusement aux différentes œuvres caritatives dirigées par l'Église. Le budget annuel dépassait les 300 000 francs, une somme considérable pour une congrégation de cette taille. Ézéchiel gérait personnellement les finances, une pratique courante dans les petites communautés protestantes où la transparence et la confiance mutuelle étaient des valeurs fondamentales. Armande s'occupait de l'école du dimanche, coordonnait les visites aux malades et dirigeait le groupe de femmes qui préparait les repas communautaires. Elle était également responsable de la bibliothèque paroissiale et organisait les retraites spirituelles annuelles. Sa nature méthodique et son attention aux détails faisaient d'elle une collaboratrice précieuse pour son mari.
Beaucoup de paroissiens la considéraient comme une sainte femme, toujours disponible pour écouter leurs problèmes et offrir des conseils empreints de sagesse biblique. Le presbytère où vivait le couple était une belle maison bourgeoise du XIXe siècle, située rue Émile Jamet, à quelques minutes à pied de l'église. Ses 3 étages, ses hauts plafonds et son petit jardin clos en faisaient l'une des plus belles demeures du quartier. Armande y recevait régulièrement les dames patronesses pour le thé, organisant des collectes de fonds pour les missions africaines ou les œuvres sociales locales. La routine quotidienne du couple était réglée comme une horloge. Ézéchiel se levait chaque matin à 6 heures pour ses dévotions personnelles, suivies d'un petit déjeuner frugal avec Armande. Il consacrait ensuite sa matinée à la préparation de ses sermons ou aux visites pastorales, tandis qu'Armande s'occupait des tâches ménagères et de la correspondance paroissiale. L'après-midi était généralement réservé aux rendez-vous avec les fidèles, aux réunions du conseil presbytéral ou aux activités communautaires. Cette vie apparemment paisible et pieuse était cependant traversée par des tensions que seule Armande commençait à percevoir. Depuis le début de l'année 1999, elle avait remarqué certains changements dans le comportement de son mari. Ses absences se faisaient plus fréquentes, justifiées par des réunions pastorales ou des visites urgentes, qui semblaient se multiplier de manière suspecte. Ézéchiel rentrait parfois tard le soir, l'haleine légèrement parfumée d'un parfum qu'elle ne reconnaissait pas. Le 20 septembre 1999 était un lundi ordinaire dans la vie de la paroisse de la rue des Magnolias. L'automne précoce avait déjà coloré les platanes de Nîmes et une légère fraîcheur matinale annonçait la fin de l'été méditerranéen. Armande Chabot s'était levée à son heure habituelle, 6h30, pour préparer le petit déjeuner de son mari qui officiait ce matin-là un service funèbre au cimetière protestant de la ville. Madame Geneviève Fournier, leur voisine de la rue Émile Jamet, témoigna plus tard aux enquêteurs qu'elle avait vu Armande vers 8h45, arrosant ses géraniums dans le petit jardin du presbytère. Elle portait sa robe bleu marine habituelle et semblait parfaitement normale, saluant poliment Madame Fournier comme chaque matin. Elle m'a même demandé des nouvelles de mon arthrite, se souvenait la voisine. Rien ne laissait présager qu'il s'agissait de notre dernière conversation. Ézéchiel était parti tôt ce matin-là, vers 7h15, pour se rendre au domicile de la famille endeuillée avant la cérémonie. Plusieurs témoins l'avaient vu au cimetière vers 9h30, dirigeant les obsèques de monsieur Henri Barthélemy, un paroissien de longue date décédé d'une crise cardiaque la semaine précédente. Le service s'était déroulé normalement, en présence d'une 50aine de personnes, et s'était achevé vers 11h. Vers 10h, Madame Simone Lefebvre, la secrétaire bénévole de la paroisse, était passée au presbytère pour déposer le courrier et discuter de l'organisation du prochain conseil presbytéral. Elle trouva Armande dans son bureau, au premier étage, en train de classer des documents. Elle était concentrée sur ses papiers, se rappelait Madame Lefebvre. Je lui ai dit que je repasserais plus tard, car elle semblait très absorbée par son travail. Elle m'a répondu qu'elle avait des choses importantes à terminer avant midi. C'est effectivement vers midi que les choses commencèrent à devenir inquiétantes. Ézéchiel rentra du cimetière vers 11h45 et ne trouva pas sa femme dans la maison. Le déjeuner n'était pas préparé, ce qui était inhabituel, car Armande était d'une ponctualité exemplaire. Son sac à main était posé sur la commode de l'entrée, ses clés de voiture étaient accrochées aux porte-clés de la cuisine, et sa veste était encore dans la garde-robe du hall. Pensant qu'elle était peut-être partie à pied faire des courses de dernière minute, Ézéchiel attendit jusqu'à 13h30 avant de commencer à s'inquiéter réellement. Il contacta d'abord Madame Fournier, qui lui confirma avoir vu Armande dans le jardin le matin même. Il appela ensuite plusieurs paroissiennes proches, mais aucune n'avait eu de nouvelles d'Armande depuis la veille au soir. L'après-midi était réservé à une réunion du conseil presbytéral à 14h30. Ézéchiel décida de maintenir cette réunion, espérant qu'Armande réapparaîtrait entre-temps. Les 6 membres du conseil, Monsieur Jean-Claude Marcellin, ingénieur à la retraite et président du conseil, Madame Françoise Delpech,
professeur de lycée, Monsieur Antoine Mercier, médecin généraliste, Madame Elisabeth Arnaud, pharmacienne, Monsieur Georges Castanet, expert comptable, et Madame Marie-Thérèse Bonnard, ancienne directrice d'école, remarquèrent immédiatement l'absence d'Armande et l'état d'agitation inhabituel du pasteur. Ézéchiel avait du mal à se concentrer, se souvenait Monsieur Marcellin. Il regardait constamment sa montre et semblait préoccupé. Quand nous lui avons demandé où était Armande, il nous a dit qu'elle avait dû sortir pour des affaires personnelles, mais son inquiétude était palpable. La réunion fut écourtée vers 16 heures. Ézéchiel prétexta un mal de tête pour renvoyer les membres du conseil, promettant de reprendre les discussions la semaine suivante. Dès leur départ, il commença à arpenter les rues du quartier, interrogeant les commerçants et les passants. Personne n'avait vu Armande depuis le matin. Vers 18 heures, le docteur Antoine Mercier, inquiet du comportement de son ami pasteur durant la réunion, revint au presbytère. Il trouva Ézéchiel dans un état de grande agitation, fouillant la maison de fond en comble. Il cherchait un mot, une lettre, n'importe quoi qui pourrait expliquer le départ d'Armande, témoigna le médecin. Je lui ai suggéré de contacter la police, mais il voulait attendre encore un peu, espérant qu'elle reviendrait d'elle-même. Ce n'est qu'à 21 heures, après une journée complète d'absence inexpliquée, qu'Ézéchiel se résigna à contacter la gendarmerie de Nîmes. L'adjudant-chef Bernard Rousset, qui prit sa déposition, nota l'état de détresse évident du pasteur. Monsieur Chabot était bouleversé, mais quelque chose dans son récit me semblait étrange, confia plus tard le gendarme. Il insistait beaucoup sur le fait que sa femme était une personne très prévisible, incapable de partir sans prévenir. Pourtant, quand je lui ai demandé s'ils avaient eu des disputes récemment, il a hésité avant de répondre par la négative. La première recherche officielle fut organisée dès le lendemain matin. Les gendarmes fouillèrent minutieusement le presbytère, l'église et les environs immédiats. Ils interrogèrent tous les paroissiens susceptibles d'avoir eu des contacts récents avec Armande. Le signalement fut diffusé dans toute la région. Femme de 38 ans, 1,68 m, cheveux châtains, yeux verts, vêtue d'une robe bleu marine et de chaussures noires à talons bas. L'enquête révéla rapidement que personne n'avait vu Armande quitter le presbytère. Madame Fournier, qui travaillait dans son jardin une grande partie de la matinée, affirmait qu'elle aurait forcément remarqué si Armande était sortie par la porte principale. Les jardins arrière du presbytère donnaient sur un mur de 2 mètres de haut, séparant la propriété d'un terrain vague abandonné, mais aucune trace de passage forcé ne fut découverte. Le mystère s'épaississait lorsque les enquêteurs découvrirent que le lit conjugal n'avait manifestement pas été défait la nuit précédente. Les draps étaient parfaitement tirés, les oreillers impeccablement disposés. Ézéchiel expliqua qu'Armande avait l'habitude de refaire le lit dès le lever, mais cette explication ne convainquit pas totalement les gendarmes. De plus, sa trousse de toilette était intacte dans la salle de bain, ainsi que tous ses vêtements dans la garde-robe. L'hypothèse d'un départ volontaire semblait de moins en moins probable à mesure que l'enquête avançait. Armande n'avait emporté aucun effet personnel, aucun vêtement de rechange, aucun objet de valeur. Son compte bancaire n'avait enregistré aucun retrait depuis la semaine précédente. Ses habitudes méticuleuses et sa nature responsable rendaient inconcevable qu'elle abandonne ses obligations paroissiales sans prévenir personne. La disparition d'Armande Chabot venait de marquer le début de l'une des enquêtes les plus complexes et troublantes que la région ait connues. Dans cette communauté protestante unie par la foi et la confiance mutuelle, personne ne pouvait imaginer que les secrets les plus sombres étaient sur le point d'être révélés. Les semaines qui suivirent la disparition d'Armande transformèrent radicalement l'atmosphère de la paroisse de la rue des Magnolias. Le dimanche suivant, 26 septembre 1999, Ézéchiel monta en chaire avec un visage creusé par l'angoisse. Sa voix, habituellement si assuré, tremblait légèrement lorsqu'il s'adressa à ses ouailles. « Mes bien-aimés frères et sœurs, comme vous le savez tous, mon épouse Armande traverse une épreuve que nous ne comprenons pas encore. Je vous demande de prier pour son retour et de faire confiance à la providence divine.
L'inspecteur Laurent Vidal, de la brigade criminelle de Nîmes, avait pris en charge l'enquête dès la 2e semaine d'octobre. Cet homme de 52 ans, aux cheveux grisonnants et au regard perçant, avait déjà résolu plusieurs affaires de disparition dans la région. Son expérience lui dictait que les premières 48 heures étaient cruciales, mais dans le cas d'Armande, ce délai était déjà largement dépassé. Plus le temps passe, plus les chances de retrouver une personne disparue diminuent, confiait-il à ses collègues. Mais quelque chose me dit que cette affaire n'est pas ordinaire. Les recherches s'intensifièrent durant le mois d'octobre. Les gendarmes ratissèrent systématiquement les garrigues environnantes, fouillèrent les canaux d'irrigation et interrogèrent tous les habitants du quartier. Des chiens pisteurs furent amenés spécialement de Marseille pour tenter de retrouver une trace olfactive, mais sans succès. La dernière piste d'Armande semblait s'arrêter net aux portes du presbytère. Ézéchiel coopérait pleinement avec les enquêteurs, du moins en apparence. Il autorisait toutes les perquisitions, répondait à tous les interrogatoires avec une patience exemplaire et multipliait les appels publics pour retrouver sa femme. Pourtant, l'inspecteur Vidal notait certaines incohérences dans ses déclarations. Il y avait des détails qui ne collaient pas, se souvenait-il des années plus tard. Par exemple, il affirmait qu'Armande et lui n'avaient aucun secret l'un pour l'autre, mais quand nous lui demandions des précisions sur les activités de sa femme, ses réponses restaient étonnamment vagues. La communauté protestante se mobilisa massivement pour soutenir le pasteur. Des chaînes de prière furent organisées chaque soir, des collectes de fonds lancées pour financer des recherches privées, et plusieurs familles se relayèrent pour apporter des repas au presbytère. Madame Françoise Delpech, membre du conseil presbytéral, prit en charge temporairement les tâches qu'Armande accomplissait habituellement. Ézéchiel était dans un état pitoyable, se rappelait-elle. Il maigrissait à vue d'œil, et ses sermons perdaient de leur force habituelle. Nous pensions tous qu'il était rongé par l'inquiétude. Cependant, certains paroissiens commençaient à remarquer des détails troublants. Madame Simone Lefebvre, qui connaissait Armande depuis 15 ans, fit une observation intrigante lors d'un interrogatoire en novembre. Armande m'avait semblé différente ces derniers mois, plus distante, plus préoccupée. Elle, qui était toujours parfaitement organisée, avait commencé à oublier certains rendez-vous. Et puis, il y avait cette manie qu'elle avait développée de noter tout dans un petit carnet rouge qu'elle gardait toujours avec elle. Ce carnet rouge intrigua immédiatement l'inspecteur Vidal. Malgré les recherches approfondies menées dans le presbytère, aucun journal intime n'avait été découvert. Quand Vidal interrogea Ézéchiel à ce sujet, celui-ci parut surpris. « Un carnet rouge ? Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. » Armande n'était pas du genre à tenir un journal. Elle disait toujours que la vraie spiritualité se vivait dans l'action, pas dans l'écriture. Au fil des mois, l'enquête piétinait. L'hiver 1999-2000 fut particulièrement rigoureux, et les recherches durent être suspendues dans plusieurs zones difficiles d'accès. Le dossier ne fut pas classé, mais il cessa d'être prioritaire. D'autres affaires réclamaient l'attention des enquêteurs, et l'espoir de retrouver Armande vivante s'amenuisait de jour en jour. Ézéchiel semblait petit à petit reprendre le dessus. Dès le printemps 2000, sa prédication retrouva sa force d'antan, et il reprit progressivement ses activités pastorales normales. Il organisait même des conférences dans d'autres paroisses, témoignant de sa foi inébranlable malgré l'épreuve qu'il traversait. Il nous disait que Dieu l'avait aidé à accepter la volonté divine, se souvenait M. Jean-Claude Marcellin. Nous admirions sa capacité à surmonter une telle tragédie. Pourtant, certains changements dans le comportement d'Ézéchiel n'échappaient pas aux plus observateurs. Le docteur Antoine Mercier, son ami de longue date, remarquait que le pasteur sortait plus souvent le soir, prétextant des visites pastorales ou des réunions interconfessionnelles. Il était devenu plus secret, confiait le médecin. Avant, il partageait facilement ses préoccupations avec moi. Depuis la disparition d'Armande, il gardait ses distances, même avec ses amis les plus proches. Les finances de la paroisse posaient également quelques questions.
Monsieur Georges Castanet, l'expert comptable du conseil presbytéral, avait demandé à plusieurs reprises à examiner les livres de comptes, mais Ézéchiel repoussait constamment cette vérification. Il disait que c'était trop douloureux pour lui de revoir les dépenses qu'Armande avait autorisées, expliquait Castanet. Nous respections sa douleur, mais d'un point de vue administratif, cette situation n'était pas saine. Les années passèrent sans apporter de nouvelles révélations. 2001, 2002, 2003. L'affaire Armande Chabot sombrait peu à peu dans l'oubli, mentionnée occasionnellement dans la presse locale lors des anniversaires de sa disparition, mais sans jamais révéler d'éléments nouveaux. L'inspecteur Vidal avait pris sa retraite en 2004, laissant le dossier à son successeur avec cette note troublante. Je suis convaincu que la clé de cette affaire se trouve dans l'entourage immédiat de la victime. La vérité émergera un jour, probablement par hasard. Ézéchiel continua à diriger sa paroisse avec un succès grandissant. En 2005, il fut même élu modérateur du consistoire régional, une fonction prestigieuse qui témoignait de la reconnaissance de ses pairs. Il déménagea du presbytère de la rue Émile Jamet vers un appartement plus modeste rue de la République, expliquant que la grande maison lui rappelait trop de souvenirs douloureux. C'est alors que commencèrent les travaux de rénovation de l'église qui allaient tout changer. L'automne 2006 marqua le début d'importants travaux de rénovation dans l'église de la rue des Magnolias. La toiture centenaire montrait des signes de faiblesse inquiétants, et plusieurs infiltrations d'eau menaçaient l'intégrité du bâtiment. Le conseil presbytéral avait voté un budget de 80 000 € pour une réfection complète, financée en partie par une subvention municipale et par les dons des fidèles. L'entreprise Bâtiment Méditerranéen, dirigée par M. Paul Girard, fut sélectionnée pour effectuer ces travaux. Cette société nîmoise, spécialisée dans la restauration de bâtiments historiques, avait déjà rénové plusieurs églises de la région. Les ouvriers commencèrent par la charpente et la toiture, avant de s'attaquer aux murs intérieurs qui présentaient des traces d'humidité préoccupantes. C'est en février 2007 que les travaux atteignirent le bureau pastoral, une petite pièce située derrière le chœur, où Ézéchiel recevait les fidèles pour les entretiens privés. Cette pièce, construite lors d'un agrandissement en 1925, présentait une configuration architecturale particulière qui intriguait les ouvriers. Un mur semblait plus récent que les autres, et sa position créait un espace mort inexplicable. Monsieur Julien Perrier, chef d'équipe de 45 ans, décida d'examiner cette anomalie de plus près. « J'ai travaillé sur des dizaines de bâtiments anciens », expliquait-il plus tard. Mon œil est habitué à repérer les modifications architecturales. Ce mur avait été ajouté après la construction initiale, probablement dans les années 70, mais sans raison apparente. Le 15 février 2007, Perrier obtint l'autorisation d'Ézéchiel pour percer ce mur afin de vérifier s'il n'y avait pas de problème d'humidité dans l'espace caché. Le pasteur sembla hésiter avant de donner son accord, prétextant qu'il fallait respecter l'intégrité historique du bâtiment. Finalement, pressé par l'urgence des réparations et la logique technique de Perrier, il céda. Le matin du 16 février, armé d'une masse et d'un burin, Perrier commença à ouvrir une brèche dans la cloison. Dès les premiers coups, il remarqua que le mur était creux. « J'ai tout de suite compris qu'il y avait un espace derrière », se souvenait-il, « mais je ne m'attendais pas à ce que nous allions découvrir. » Après avoir retiré suffisamment de briques pour passer la tête dans l'ouverture, Perrier braqua sa lampe torche dans l'espace obscur. Ce qu'il vit le figea sur place, une petite alcôve d'environ 1 mètre sur 1 mètre, dans laquelle étaient soigneusement disposés plusieurs objets. Au centre, posé sur une étagère de fortune, se trouvait un carnet de cuir rouge, parfaitement conservé, malgré les années. « J'ai appelé immédiatement mes collègues », racontait Perrier. Il y avait aussi une boîte en métal, quelques papiers, et ce qui ressemblait à des bijoux. Mais le carnet rouge a tout de suite attiré mon attention. Il avait l'air d'avoir été placé là délibérément, comme s'il attendait d'être découvert. La nouvelle de cette découverte se répandit rapidement dans l'équipe d'ouvriers. Conscient de l'importance potentielle de cette trouvaille, Perrier contacta immédiatement Ézéchiel, qui se trouvait en visite pastorale dans une maison de retraite.
La réaction du pasteur fut étrange. Au lieu de se précipiter à l'église comme on aurait pu s'y attendre, il demanda que personne ne touche à quoi que ce soit avant son retour, prévu pour la fin de l'après-midi. Cette réaction surprit Perrier, qui avait espéré plus d'empressement de la part du pasteur. « Il m'a semblé plus préoccupé qu'excité par cette découverte », confiait l'ouvrier, comme s'il redoutait ce que nous pourrions trouver. En attendant le retour d'Ézéchiel, Perrier et son équipe sécurisèrent la zone et évitèrent de toucher aux objets. Cependant, ils ne purent s'empêcher d'examiner le carnet à travers l'ouverture. L'écriture soignée sur la couverture était clairement lisible. Journal personnel, Armande Chabot, 1997. L'impact de cette découverte fut immédiat et considérable. Même sans avoir encore lu le contenu du journal, la simple existence de ce carnet remettait en question tout ce que l'on croyait savoir sur Armande et sa disparition. Pourquoi avait-elle caché ce journal dans l'église? Que contenait-il de si important pour qu'elle prenne le risque de le dissimuler dans un lieu aussi sacré? Quand Ézéchiel arriva enfin à l'église vers 18 heures, accompagné de M. Marcellin et du docteur Mercier, qu'il avait contactés en chemin, son visage était livide. Il examina longuement l'ouverture dans le mur, puis le carnet rouge visible à l'intérieur, sans prononcer un mot. Son silence pesant inquiéta tous les présents. « Nous devons contacter les autorités », déclara finalement le docteur Mercier. « Cette découverte pourrait être liée à la disparition d'Armande. Nous n'avons pas le droit de manipuler ces objets sans en informer la police. » Ézéchiel hocha la tête lentement, comme s'il émergeait d'un cauchemar. « Oui, bien sûr, murmura-t-il, il faut prévenir les gendarmes, mais... Promettez-moi que nous resterons discrets jusqu'à ce qu'ils arrivent. Cette découverte va bouleverser toute la communauté. » Le commissaire adjoint Marc Dubois, qui avait repris le dossier Chabot depuis le départ à la retraite de l'inspecteur Vidal, fut contacté dans la soirée. Âgé de 38 ans, ce policier méticuleux avait étudié l'affaire en détail lors de sa prise de fonction. La découverte du journal représentait la première véritable piste depuis 8 ans d'enquête infructueuse. Le lendemain matin, 17 février 2007, une équipe de techniciens de l'identité judiciaire se rendit à l'église pour extraire soigneusement les objets cachés. Outre le carnet rouge, ils découvrirent une boîte métallique contenant des relevés bancaires, des reçus et des photographies, ainsi qu'un petit écrin de bijoux que plusieurs paroissiens reconnurent comme appartenant à Armande. Le journal fut immédiatement envoyé au laboratoire pour expertise graphologique et datation. Les résultats confirmèrent ce que tout le monde pressentait. L'écriture était bien celle d'Armande Chabot, et les encres utilisées correspondaient à la période 1997-1999. Mais c'est la lecture du contenu qui allait provoquer le véritable séisme. La lecture du journal d'Armande Chabot commença le 19 février 2007 dans le bureau du commissaire Dubois, en présence du procureur adjoint maître Sophie Blanchard et du graphologue expert Philippe Darmon. Ce qui fut révélé dans ces pages soigneusement rédigées dépassait toutes les hypothèses que les enquêteurs avaient pu formuler au cours des 8 années précédentes. Les premières entrées, datées de juin 1997, décrivaient les doutes naissants d'Armande concernant la gestion financière de la paroisse. Elle avait remarqué des incohérences dans les comptes que son mari lui soumettait périodiquement. Des dépenses qui ne correspondaient pas aux achats effectués, des entrées d'argent qui ne figuraient pas dans les registres officiels. Aujourd'hui, j'ai découvert que les 3000 francs collectés pour la mission africaine n'apparaissent nulle part dans les comptes que m'a montré Ézéchiel, écrivait-elle le 24 juin 1997. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il avait envoyé l'argent directement, sans passer par les circuits habituels. Mais je n'ai trouvé aucun reçu, aucune trace de virement. Quelque chose ne va pas. Au fil des mois, les soupçons d'Armande se précisaient. Elle avait commencé à tenir une comptabilité parallèle, notant méticuleusement tous les dons et toutes les dépenses qu'elle pouvait observer. L'écart avec les chiffres officiels devenait de plus en plus flagrant. En décembre 1997, elle estimait que près de 15 000 francs avaient disparu des caisses paroissiales sans explication.
Je ne peux plus fermer les yeux, écrivait-elle le 28 décembre 1997. Ézéchiel détourne l'argent des fidèles, mais pourquoi faire? Nous n'avons aucune dépense personnelle excessive, notre train de vie n'a pas changé. Où va cet argent? La réponse à cette question apparut dans les entrées de janvier 1998. Armande avait commencé à suivre discrètement les déplacements de son mari, notant ses absences suspectes et ses explications contradictoires. Le 12 janvier, elle avait fait une découverte qui l'avait bouleversée. Ézéchiel entretenait une liaison avec une femme nommée Céleste Martel, employée à la Banque populaire de Nîmes. J'ai suivi Ézéchiel jusqu'à un appartement rue de la Curaterie, notait-elle. Il y a passé 2 heures cet après-midi, prétendument en visite pastorale, mais j'ai vu une femme le raccompagner à la porte. Grande, blonde, la trentaine. Elle l'a embrassé avant qu'il parte. Mon monde s'écroule. Les enquêtes discrètes d'Armande révélèrent progressivement l'ampleur de la double vie de son mari. Céleste Martel, âgée de 29 ans, divorcée et mère d'une petite fille de 6 ans, entretenait une relation avec Ézéchiel depuis au moins 3 ans. Le pasteur finançait leur appartement, les vêtements coûteux de sa maîtresse, et même les frais de scolarité de l'enfant dans une école privée. Maintenant je comprends où va l'argent, écrivait Armande le 15 mars 1998. Ézéchiel vole les fidèles pour entretenir sa maîtresse et sa famille illégitime. Combien de milliers de francs ont été détournés pour payer les caprices de cette femme? Et moi, qui croyais servir Dieu aux côtés d'un homme intègre? La douleur d'Armande transparaissait dans chaque ligne. Elle décrivait ses nuits d'insomnie, ses crises de larmes silencieuses, sa foi ébranlée par cette trahison fondamentale. Mais plus que la souffrance personnelle, c'était l'indignation morale qui dominait ses écrits. Elle ne pouvait supporter l'idée que des paroissiens sincères soient abusés par celui qu'ils vénéraient comme leur guide spirituel. Le commissaire Dubois demanda immédiatement une enquête sur Céleste Martel. Les vérifications révélèrent qu'effectivement, cet employé de banque vivait dans un appartement de la rue de la Curaterie depuis 1995, qu'elle conduisait une voiture neuve changée régulièrement, et que sa fille était scolarisée dans l'institution privée Sainte-Marie, l'une des plus chères de la ville. Son salaire d'employé de banque ne pouvait en aucun cas justifier un tel train de vie. Parallèlement, les experts comptables mandatés par la justice commencèrent à éplucher les comptes de la paroisse. Leurs découvertes confirmèrent point par point les accusations d'Armande. Entre 1995 et 1999, plus de 70 000 francs avaient été détournés des caisses paroissiales, soit l'équivalent d'environ 10 000 € actuels. Mais c'est la lecture des dernières pages du journal qui glace le sang des enquêteurs. À partir d'août 1999, Armande décrivait sa décision de révéler publiquement les agissements de son mari. Elle avait constitué un dossier complet avec photocopie des documents comptables, photos de l'appartement de Céleste Martel et témoignages de commerçants qui avaient vu Ézéchiel faire des achats coûteux pour une femme mystérieuse. « Je ne peux plus me taire », écrivait-elle le 15 août 1999. « Dieu ne peut pas vouloir que de braves gens soient abusés par un pasteur corrompu. Je révélerai tout au conseil presbytéral puis à l'assemblée. Ézéchiel devra assumer les conséquences de ses actes. » Les dernières entrées devenaient de plus en plus tendues. Armande décrivait ses confrontations indirectes avec Ézéchiel, ses tentatives pour l'amener à avouer ses espoirs déçus qu'il mette fin à sa liaison et rende l'argent volé. Mais le pasteur semblait déterminé à continuer sa double vie, multipliant les mensonges et les justifications. L'entrée du 10 septembre 1999, soit 10 jours avant la disparition, était particulièrement troublante. Ézéchiel soupçonne que je sais quelque chose. Il fouille mes affaires, pose des questions sur mes activités. Ce matin, il m'a demandé pourquoi je prenais autant de notes ces derniers temps. J'ai prétexté que je préparais un historique de la paroisse, mais je ne suis pas sûr qu'il m'ait cru. J'ai caché ce journal dans l'église, derrière le bureau pastoral. C'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher.
Et puis, la dernière entrée, celle qui allait hanter les enquêteurs, 13 septembre 1999. Demain, je révèle tout à l'Assemblée. J'ai préparé une lettre pour chaque membre du conseil presbytéral, avec copie de tous les documents. Ézéchiel ne pourra plus nier. Dieu me pardonne, mais je ne peux plus me taire. Si quelque chose m'arrive, que ce journal serve de témoignage. La vérité doit éclater. Le silence qui suivit la lecture de cette dernière page fut lourd de menaces. Le commissaire Dubois regardait ses collègues, comprenant que l'enquête venait de prendre une tournure dramatique. Armande Chabot n'avait pas disparu volontairement. Elle avait été éliminée la veille du jour où elle comptait dénoncer publiquement son mari. L'heure était venue d'interpeller Ézéchiel Chabot. Le 22 février 2007, à 6 heures du matin, une équipe de gendarmes dirigée par le commissaire Dubois se présenta au domicile d'Ézéchiel Chabot, rue de la République. Le pasteur, qui s'apprêtait à partir pour ses dévotions matinales, ouvrit la porte en robe de chambre, l'air surpris mais pas véritablement inquiet. Son attitude changea radicalement lorsque Dubois lui présenta le mandat d'amener et évoqua la découverte du journal d'Armande. « Je ne comprends pas », balbutia Ézéchiel, son visage perdant toute couleur. « Quel journal ? Armande n'a jamais tenu de journal. Je vous l'ai déjà dit il y a 8 ans. » Durant le trajet vers le commissariat, Ézéchiel garda un silence pesant, fixant ses mains jointes, comme s'il priait silencieusement. Le commissaire Dubois, qui l'observait dans le rétroviseur, nota que l'homme qui avait impressionné toute une communauté par sa prestance semblait soudain vieilli de 10 ans. L'interrogatoire commença à 9 heures, en présence de maître Catherine Durand, l'avocate commise d'office qu'Ézéchiel avait acceptée. Dans la salle d'interrogatoire froide et impersonnelle du commissariat, loin de la majesté de sa chair, le pasteur paraissait diminué, presque fragile. « Monsieur Chabot », commença le commissaire Dubois en posant le carnet rouge sur la table, « reconnaissez-vous ce journal ?» Ézéchiel fixa l'objet longuement, ses lèvres tremblant imperceptiblement. « C'est l'écriture d'Armande », admit-il finalement. « Mais je ne savais pas qu'elle tenait un journal. Elle ne m'en a jamais parlé. Pourtant, dans ces pages, votre épouse décrit en détail vos activités depuis 1997. Elle y mentionne notamment une certaine Céleste Martel. Ce nom vous dit-il quelque chose ?» Le silence qui suivit fut si long que l'on entendait le tic-tac de l'horloge murale. Ézéchiel ferma les yeux, comme s'il rassemblait ses forces pour une confession qu'il avait repoussée pendant des années. « Céleste était une amie, » murmura-t-il finalement. « Une fidèle, qui traversait des difficultés personnelles. Je l'aidais spirituellement. »« Spirituellement ?» insista Dubois. « Votre épouse décrit des visites régulières à son appartement, des achats de vêtements coûteux, la prise en charge des frais de scolarité de sa fille. Appelez-vous cela de l'aide spirituelle ?» Ézéchiel ouvrit les yeux, et pour la première fois depuis le début de l'interrogatoire, son regard croisa celui du commissaire. Il y avait dans ses yeux une lueur de défi, mais aussi une immense fatigue. « J'ai péché », déclara-t-il d'une voix ferme. « J'ai succombé à la tentation de la chair et j'ai trahi mes vœux de mariage. Céleste et moi, nous avions une relation que je ne peux pas justifier devant Dieu. Mais cela ne fait pas de moi un assassin. Et l'argent, monsieur Chabot, les 70 000 francs détournés des caisses paroissiales. » Cette fois, Ézéchiel baissa la tête, ses épaules s'affaissant comme sous le poids d'une culpabilité trop longtemps portée. « J'ai emprunté cet argent. J'avais l'intention de le rendre. »« Emprunté » répéta Dubois avec sarcasme, sans en informer le conseil presbytéral, sans laisser de traces. « Monsieur Chabot, appelons les choses par leur nom. Vous avez volé l'argent de vos fidèles pour entretenir votre maîtresse. »« Oui !» explosa soudain Ézéchiel, frappant la table de son poing. « Oui, j'ai volé. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai trahi la confiance de mes paroissiens. Mais je n'ai pas tué Armande. Jamais je n'aurais pu faire du mal à ma femme. » Le commissaire laissa passer quelques secondes avant de reprendre, d'une voix plus douce. « Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé le 20 septembre 1999. » Ézéchiel se prit la tête entre les mains, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux gris.
Quand il releva la tête, ses yeux étaient embués de larmes. Armande avait découvert tout. Ma liaison avec Céleste, les détournements d'argent. Elle m'avait confronté la veille au soir, le 19 septembre. Elle était dans une colère froide, plus terrifiante que tous les cris du monde. Elle m'a dit qu'elle avait constitué un dossier complet et qu'elle révélerait tout le lendemain au conseil presbytéral. Et alors, pressa Dubois, j'ai paniqué. Toute ma vie, ma carrière, ma réputation, tout allait s'écrouler. J'ai supplié Armande de me laisser une chance de réparer mes erreurs, de rendre l'argent, de rompre avec Céleste. Mais elle était inflexible. Elle me répétait sans cesse: les fidèles ont le droit de savoir qui tu es vraiment. Ézéchiel marqua une pause, respirant difficilement. Le lendemain matin, après le service funèbre, je suis rentré au presbytère déterminé à avoir une dernière conversation avec elle. Je l'ai trouvée dans son bureau, en train de préparer des enveloppes avec des copies de son dossier. Le commissaire Dubois se pencha en avant, sentant qu'ils approchaient du cœur de l'affaire. « Continuez. Nous nous sommes disputés violemment. Je la suppliais encore de me donner une chance, et elle refusait catégoriquement. À un moment, j'ai voulu lui arracher les documents des mains. Elle a résisté. Nous avons lutté. » Ézéchiel s'arrêta, les mots semblant se bloquer dans sa gorge. L'avocate posa une main rassurante sur son bras, mais il la repoussa doucement. « Elle est tombée dans l'escalier, » murmura-t-il finalement. En reculant pour m'échapper, elle a manqué la première marche. Je l'ai vue basculer en arrière, ses yeux écarquillés de surprise et de peur. Le bruit de sa chute, ce bruit me hante depuis 8 ans. « Elle était morte ?» demanda Dubois d'une voix neutre. « Non !» souffla Ézéchiel. « Elle respirait encore, mais elle saignait de la tête et semblait inconsciente. J'ai paniqué complètement. Au lieu d'appeler les secours, j'ai pensé à ma réputation, à ma carrière. Si Armande survivait et révélait mes crimes, j'étais fini. Si elle mourait d'un accident, j'étais libre. » Le silence qui suivit cette confession fut glaçant. Même l'avocate d'Ézéchiel semblait choquée par ces révélations. « Alors vous l'avez achevé », constata froidement le commissaire. Ézéchiel hocha la tête lentement, les larmes coulant librement sur ses joues. J'ai pris un coussin du canapé et j'ai étouffé ma propre épouse, la femme qui m'avait aimé pendant 20 ans, qui avait consacré sa vie à m'aider dans mon ministère. Je l'ai tuée pour sauver ma réputation. Et ensuite, j'ai attendu la nuit. J'ai mis son corps dans ma voiture et je l'ai emmené dans les garrigues, près du pont du Gard. J'ai creusé une fosse profonde, dans un endroit reculé, où personne ne va jamais. Puis je suis rentré et j'ai joué la comédie de l'époux inquiet. Le commissaire Dubois nota scrupuleusement chaque détail de cette confession. Et le journal? Comment avez-vous su qu'elle l'avait caché? Elle me l'a dit pendant notre dispute finale. Elle criait qu'elle avait tout noté, tout documenté, que même si je la tuais, la vérité éclaterait un jour. Elle m'a dit qu'elle avait caché son journal dans l'église, dans un endroit où je ne penserais jamais à chercher. Après sa mort, j'ai fouillé partout, mais je n'ai jamais trouvé cette cachette. C'est pour cela que vous avez fait murer cette alcôve derrière le bureau pastoral. Ézéchiel acquiesça. Quelques mois après sa disparition, j'ai fait appel à un maçon pour condamner cet espace. Je me doutais que le journal était là, mais je n'osais pas chercher plus précisément. J'espérais que personne ne découvrirait jamais cette cachette. Le commissaire referma son carnet de notes et observa longuement cet homme qui avait berné toute une communauté pendant 8 ans. « Monsieur Chabot, je dois vous informer que vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Armande Chabot et pour détournement de fonds. Vous serez présenté demain au juge d'instruction. » Ézéchiel hocha la tête avec résignation. « Je sais, et étrangement, je me sens soulagé. Porter ce secret pendant 8 ans était un fardeau plus lourd que tous les châtiments que la justice pourra m'infliger. » Les aveux complets d'Ézéchiel Chabot furent confirmés le lendemain par la découverte du corps d'Armande dans les garrigues, exactement à l'endroit qu'il avait indiqué. Après 8 ans d'exposition aux intempéries, il ne restait que des ossements et quelques lambeaux de tissu bleu marine, mais l'identification fut confirmée par l'analyse dentaire.
L'autopsie révéla une fracture du crâne compatible avec une chute dans un escalier, mais aussi des traces de compression au niveau du cou qui confirmaient l'étouffement. Le docteur légiste conclut que la première blessure n'était pas mortelle et qu'Armande aurait pu survivre si elle avait reçu des soins immédiats. Le procès d'Ézéchiel Chabot s'ouvrit en novembre 2007 devant la cour d'assises du Gard. Durant 6 jours, les témoignages se succédèrent, révélant l'ampleur de la duperie dont avait été victime toute la communauté protestante. Céleste Martel, citée comme témoin, confirma sa relation avec le pasteur et révéla qu'elle ignorait totalement qu'il était marié quand leur liaison avait commencé. « Il m'avait dit qu'il était veuf », témoigna-t-elle en larmes. « Il portait bien son alliance, mais il m'avait expliqué que c'était par fidélité à la mémoire de sa défunte épouse. Quand j'ai appris la vérité sur Armande et ce qui lui était arrivé, j'ai été horrifié. Cet homme m'a manipulé autant qu'il a manipulé sa communauté. » Les membres du conseil presbytéral témoignèrent de leur choc et de leur sentiment de trahison. Monsieur Jean-Claude Marcellin, qui avait dirigé la paroisse par intérim depuis l'arrestation d'Ézéchiel, déclara « Nous avions une confiance aveugle en cet homme. Il incarnait pour nous les valeurs chrétiennes les plus pures. Découvrir qu'il nous mentait depuis des années, tout en assassinant sa propre épouse, nous a brisé le cœur. » Le témoignage le plus poignant fut celui du docteur Antoine Mercier, ancien ami d'Ézéchiel. « J'ai côtoyé cet homme pendant 15 ans. J'ai partagé ses joies et ses peines. Je l'ai soutenu après la disparition de sa femme. Savoir qu'il me regardait dans les yeux en sachant qu'il l'avait tuée de ses propres mains. C'est une trahison que je ne pourrai jamais comprendre ni pardonner. » L'accusé lui-même témoigna longuement, détaillant ses motivations et exprimant ses remords. « Je sais que mes excuses ne rendront jamais Armande à ceux qui l'aimaient, » déclara-t-il face au juré. « J'ai trahi ma foi, ma femme, ma communauté. J'ai tué la seule personne qui m'aimait véritablement pour sauver une réputation qui ne valait rien. Je mérite le châtiment le plus sévère. » Les experts psychiatres qui l'avaient examiné conclurent qu'Ézéchiel était parfaitement conscient de ses actes et ne souffrait d'aucune pathologie mentale. Ils décrivirent un homme à la personnalité narcissique, capable de compartimenter sa vie au point de prêcher l'amour et la vérité tout en mentant et en volant quotidiennement. Le procureur général, dans son réquisitoire, souligna la préméditation du crime et l'absence totale de circonstances atténuantes. Ézéchiel Chabot n'a pas tué dans un moment de folie passagère. Quand sa femme gisait blessée à ses pieds, il a fait un calcul froid et cynique. Il a choisi de l'assassiner plutôt que de sauver sa vie et d'assumer ses fautes. Puis il a organisé minutieusement la disparition du corps et a menti pendant 8 ans à tout son entourage. La défense plaida l'homicide involontaire, suivi de non-assistance à personne en danger, soulignant que la chute dans l'escalier était accidentelle et que l'étouffement avait eu lieu dans un moment de panique. Maître Durand insista sur les remords sincères de son client et sur sa coopération totale avec la justice depuis ses aveux. Après 4 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Ézéchiel Chabot était reconnu coupable de meurtre avec préméditation et de détournement de fonds en bande organisée. Il fut condamné à 22 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive d'exercer toute fonction religieuse. L'onde de choc de cette affaire dépassa largement les frontières de Nîmes. Les instances nationales de l'Église réformée de France lancèrent une réflexion approfondie sur les mécanismes de contrôle des pasteurs et la gestion des finances paroissiales. De nouvelles procédures furent mises en place pour éviter qu'un seul homme puisse concentrer autant de pouvoir, sans surveillance. La paroisse de la rue des Magnolias eut beaucoup de mal à se reconstruire après ce traumatisme. Beaucoup de fidèles la quittèrent, ne supportant pas de prier dans l'église où leur pasteur avait caché le journal de sa victime. Il fallut attendre 2 ans pour qu'un nouveau pasteur accepte de prendre en charge cette communauté brisée. Céleste Martel quitta Nîmes avec sa fille pour recommencer une nouvelle vie, loin des regards et des jugements. Elle ne refit jamais confiance à un homme et éleva seule sa fille, qui ne connut jamais la vérité sur l'identité de son père spirituel.
Les 70 000 francs détournés furent partiellement récupérés grâce à la vente des biens d'Ézéchiel, mais une partie avait été définitivement dilapidée. La paroisse porta plainte au civil et obtint des dommages-intérêts qui permirent de financer les travaux de rénovation de l'église et d'effacer les traces physiques de cette tragédie. Le journal d'Armande fut finalement remis à sa sœur, Madame Joséphine Delacroix, qui vécut ses dernières années à Marseille. Cette femme de 70 ans, qui avait longtemps espéré revoir sa sœur vivante, déclara « Armande était quelqu'un de droit et de courageux. Elle n'aurait jamais pu vivre en sachant que des innocents étaient trompés. Sa mort est tragique, mais sa vérité a fini par triompher, c'est ce qu'elle aurait voulu. » L'inspecteur Vidal, bien qu'à la retraite, suivit l'affaire avec attention. « J'avais toujours eu l'intuition que la solution se trouvait dans l'entourage proche d'Armande, » confia-t-il au journaliste. « Mais jamais je n'aurais imaginé qu'un homme de foi puisse orchestrer une telle mise en scène. Cette affaire m'a rappelé que les apparences peuvent être plus trompeuses qu'on ne le pense. Aujourd'hui, Ézéchiel Chabot purge sa peine dans la maison centrale de Lannemezan. Il a trouvé la foi en prison, ironiquement, et aide d'autres détenus dans leur cheminement spirituel. Il n'a jamais demandé de remise de peine et affirme vouloir purger intégralement sa condamnation en pénitence pour ses crimes. L'église de la rue des Magnolias existe toujours, dirigée maintenant par le pasteur Michel Fournet, un homme de 60 ans qui a consacré les dernières années de son ministère à réconcilier cette communauté avec sa foi. Une plaque discrète, apposée près de l'entrée, rend hommage à Armande Chabot, servante fidèle de Dieu, dont le courage et la droiture demeurent un exemple pour tous. Le carnet rouge, qui révéla la vérité, est conservé dans les archives du tribunal de Nîmes, témoignage éternel qu'aucun mensonge, si bien orchestré soit-il, ne peut indéfiniment triompher de la vérité. Cette tragique histoire nous rappelle que même les institutions les plus respectées ne sont pas à l'abri de la corruption, et que le courage de dire la vérité, même au péril de sa vie, reste l'une des plus nobles vertus humaines. Armande Chabot a payé de sa vie sa détermination à exposer les mensonges de son mari, mais son journal a finalement permis à la justice de triompher. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette enquête? Aviez-vous perçu les indices qui pointaient vers Ézéchiel dès le début de l'histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette reconstitution minutieuse vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Votre like et vos partages nous aident énormément à faire connaître ces histoires qui méritent d'être racontées. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de la justice française.